Oups, on a oublié ta place, a ricané ma sœur. Brooke a tapoté de son ongle manucuré, le plan de table encadré d'or, affiché à l'entrée de la salle de bal. Le parfum doucereux et écœurant de milliers de roses blanches, flottait lourdement dans l'air chaud de l'hôtel. À travers les doubles portes ouvertes, le tintement de l'argenterie lourde sur la porcelaine fine, et le bourdonnement sourd d'invités fortunés, parvenaient jusqu'à nous. Je suis resté là, laissant l'humiliation m'envahir. L'enveloppe en satin épais et froid, que je tenais dans ma main droite, me raccrochait à la réalité. J'avais 39 ans. Je travaillais comme responsable régional de la conformité des salaires, auditant des registres d'entreprises, et traquant des millions disparus pour des systèmes de santé. Je n'étais pas une enfant confuse. Pourtant, je me tenais dans un couloir, fixant un panneau qui avait systématiquement effacé mon existence, de ma propre famille. Maman s'est approchée, se plaçant à côté de Brooke. Sa robe en soie hors de prix a bruissé lorsqu'elle a bougé. Elle a pointé un doigt sec vers les panneaux de sortie, au bout du couloir. « Tu ferais mieux de rentrer chez toi, Amanda, » a dit maman doucement. Son ton avait cette pointe d'apparente raison, très calculée, qu'elle utilisait quand elle voulait se faire passer pour la victime. Nous ne voulons pas alourdir la journée spéciale de Brooke, avec tes drames inutiles. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas demandé pourquoi, on me jetait à la porte de la célébration que j'avais passé l'année entière à financer. Au lieu de cela, j'ai regardé directement la mariée. J'ai souri. Ne t'inquiète pas, ai-je dit. On dirait que nous avons toutes les deux oublié quelque chose. Le sourire de Brooke a vacillé. Ses yeux se sont baissés vers ma main. Le lettrage doré sur l'enveloppe a accroché la lumière du lustre en cristal. Mais c'est le tampon à l'encre noire, dans le coin, qui a retenu son attention. Le sceau épais et circulaire du tribunal des affaires familiales. Où étais-tu la semaine dernière, a demandé Brooke. Sa voix avait complètement perdu son registre innocent et gloussant. Quelque part où tu aurais dû aller, il y a 16 mois, lui ai-je répondu. Maman s'est rapidement interposée entre nous. Elle a lâché un grand rire forcé, à l'attention de deux demoiselles d'honneur qui passaient, vêtues de robes roses poudrées assorties. Oh, Amanda se sent juste un peu mise à l'écart, a annoncé maman, dans le vide autour de nous. Elle m'a attrapé le bras, ses ongles manucurés s'enfonçant douloureusement dans ma peau nue. Pars. Tout de suite. Par-dessus l'épaule de maman, je pouvais apercevoir Daniel, près d'une sculpture de glace élaborée. Le marié. Il riait avec ses garçons d'honneur, tenant une haute coupe de champagne, l'air beau et complètement détendu. Il n'avait aucune idée que la femme qu'il était sur le point d'épouser était toujours légalement liée à quelqu'un d'autre. Claire, l'organisatrice de mariage de l'hôtel, est arrivée précipitamment, avant que maman ne puisse me pousser vers la sortie. Claire pressait fermement un porte-bloc contre sa poitrine, avec un casque sans fil accroché à l'une de ses oreilles. « Brooke, je suis tellement désolée d'interrompre, » a dit Claire, essoufflée. « J'ai besoin de l'autorisation finale pour l'extension du bar premium, et pour le transport de l'après-soirée. L'hôtel exige que la carte enregistrée soit passée une dernière fois, avant que la réception ne commence officiellement. » Amanda s'en occupe, a répondu Brooke d'une voix lisse. Elle n'a même pas regardé l'organisatrice. Elle gardait les yeux rivés sur mon enveloppe. Claire s'est tournée vers moi, m'offrant un sourire poli, mais tendu. Elle m'a tendu un terminal de paiement. Je n'ai pas approuvé ces frais, ai-je dit. Ma voix était ferme, et suffisamment forte pour que maman l'entende. Et je ne suis pas la principale signataire sur le contrat du lieu. Vous devrez récupérer les 17 500 € restants, auprès des mariés. Brooke a tourné la tête vers moi si brusquement, que les couleurs ont quitté ses joues. Tu n'oserais pas m'humilier à propos d'argent, devant tout le monde. Ce n'est plus une question d'argent depuis des mois, Brooke. Je leur ai tourné le dos, et je me suis éloigné des portes de la salle de bal. La moquette épaisse, à motifs floraux, étouffait mes pas, alors que je me dirigeais vers les ascenseurs du hall. Brooke n'est pas restée pour répondre à l'organisatrice de mariage. Elle m'a poursuivi. Elle m'a rattrapé juste au moment où j'atteignais les ascenseurs, et que j'appuyais sur le bouton de descente. Les petits rires avaient complètement disparu. La mariée confiante, qui venait de rire de ma place manquante, était introuvable. Elle serrait son bouquet en cascade si fort, que les épaisses tiges vertes se sont pliées, et se sont brisées contre ses jointures. « Ne donne pas cette enveloppe à Daniel » a-t-elle chuchoté, jetant des regards frénétiques par-dessus son épaule.
Pourquoi, ai-je demandé, gardant les yeux fixés sur les portes en laiton, devant moi. Tu m'as dit qu'il n'y avait rien dedans que je ne sache déjà. Tu as dit que c'était juste de la paperasse juridique standard. Brooke a dégluti difficilement. Sa respiration s'est bloquée. Maman l'appelait depuis le bout du couloir, lui faisant de grands signes pour qu'elle revienne pour les photos de famille. L'ascenseur est arrivé avec un léger éclair tintement. Je suis entré, je me suis retourné, et j'ai regardé les lourdes portes métalliques se refermer, sur le visage terrifié de ma sœur. Le doux tintement de l'ascenseur s'est transformé dans ma mémoire, se fondant dans le carillon strident du minuteur du four de maman, lors d'un dîner dominical, 6 mois plus tôt. Nous étions assis autour de la table de la salle à manger. Daniel était en face de moi, passant un lourd plat en céramique rempli de pommes de terre rôties. Il avait souri si chaleureusement, plein de sincère gratitude. « Je tiens vraiment à te remercier, Amanda », avait dit Daniel. Brooke m'a dit à quel point tu l'avais aidé, lors de son divorce, il y a 2 ans. Je sais que les avocats coûtent une fortune, et le fait que tu te sois investi de cette façon, signifie beaucoup pour nous. J'avais arrêté de mâcher. Il y a 2 ans, cette chronologie n'avait tout simplement aucun sens. Je possédais un esprit formaté pour la conformité et l'audit. Je me souvenais très clairement avoir payé une facture juridique conséquente pour Brooke, seulement 11 mois auparavant. Je ne les ai pas confrontés, là, tout de suite, à table. J'ai posé doucement ma fourchette en argent sur ma serviette. « Quand avez-vous vu le jugement final, Daniel ?» ai-je demandé. Brooke est intervenu avant même qu'il ne puisse reprendre son souffle pour parler. « Oh, la paperasse a été terminée il y a une éternité », a-t-elle lancé joyeusement, lui versant rapidement plus de vin dans son verre, pour le distraire. Sous la table, un coup de pied aigu m'a frappé le tibia. Maman. Le signal silencieux, profondément familier, exigeant ma soumission absolue. J'ai bu une gorgée lente de mon eau glacée, j'ai hoché la tête une fois, et j'ai laissé la conversation dériver vers les parfums du gâteau de mariage. Plus tard, la même nuit, assise seule au petit bureau de mon appartement calme, j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai affiché ma feuille de calcul financière. J'avais nommé le fichier soutien familial. Je ne traquais pas l'argent par méchanceté. Je le traquais, parce que ma famille avait la fâcheuse habitude de réécrire l'histoire, chaque fois que Brooke avait besoin d'être secouru. J'ai fait défiler jusqu'à la colonne des frais juridiques, 18 000 € payés directement à un cabinet de droit de la famille, sur une période de 3 ans. J'ai trouvé la date de la toute dernière facture, j'ai ouvert mon navigateur, et je suis allé sur le portail public du tribunal du comté. J'ai tapé le nom de femme mariée légale de ma sœur. L'écran s'est chargé lentement. J'ai lu le résumé de l'affaire une première fois. Puis, je me suis penché plus près, je me suis frotté les yeux fatigués, et j'ai relu chaque ligne à nouveau. Il n'y avait aucun jugement final enregistré, nulle part dans le document. La toute dernière entrée sur le registre public était un non-lieu. Le juge avait rejeté l'intégralité de l'affaire, pour défaut de poursuite. J'ai posé mes 2 mains à plat, sur mon bureau en bois frais. J'ai compté les jours, retraçant la chronologie à l'envers depuis la date actuelle. Brooke avait accepté la demande en mariage de Daniel, et avait commencé à planifier un mariage d'hôtel somptueux, bien après que son affaire de divorce ne soit déjà morte au tribunal. Ma sœur était sur le point d'épouser Daniel, dans une salle de bal remplie d'invités fortunés. Le tribunal la considérait toujours comme la femme de Mason Reed. Il y a 3 ans, ma sœur se tenait sous la lumière vacillante du porche de mon ancien appartement en location. La pluie trempait les épaules de sa veste en jean. Une seule et énorme valise rose reposait contre sa jambe. C'était en juin 2023. Brooke n'a pas frappé. Elle a simplement attendu là, jusqu'à ce que je regarde par hasard par la fenêtre de devant. Quand j'ai ouvert la porte, elle est entrée en frissonnant, laissant une traînée d'eau sur le parquet. Mason a tout pris, a-t-elle chuchoté, fixant ses chaussures mouillées. Il contrôle les comptes. Je n'ai absolument plus rien. Je n'ai pas exigé les vilains détails de son mariage qui sombrait. Ma sœur avait besoin d'un endroit sûr, alors j'ai traîné sa lourde valise dans la chambre d'amis. Nous nous sommes assis à ma table de cuisine, buvant du thé tiède, et j'ai détaillé précisément ce que je pouvais faire. 6 mois de soutien. Je paierai son propriétaire directement. Je ferai les chèques pour un avocat spécialisé en droit de la famille. Aucun transfert d'espèces. Elle devait se trouver un emploi stable. Merci,
a reniflé Brooke, en essuyant ses yeux avec le dos de sa manche. Juste le temps que je me remette sur pied. 2 jours plus tard, ma mère s'est introduite dans mon appartement, en utilisant la clé de secours que je lui avais bêtement fournie, des années auparavant. Maman a posé son sac à main de créateur sur le comptoir, et a croisé les bras. 6 mois, c'est un délai arbitraire, Amanda, a dit maman. Sa voix portait ce ton doux et déçu, qu'elle avait perfectionné au fil des décennies. Ton père t'a dit de veiller sur elle avant de mourir. Il savait que Brooke était fragile. Papa nous a appris à aider les gens à se relever, ai-je répondu, en lavant une tasse à café dans l'évier. Il ne nous a pas appris à les porter pour toujours. Maman a soupiré bruyamment, secouant la tête. Tu as toujours été si froide. Brooke était assise à table, parfaitement silencieuse, laissant le sentiment de culpabilité flotter dans l'air lourd. J'ai séché mes mains avec une serviette. La pression familière s'est installée, oppressante dans ma poitrine. Mais je n'ai pas enfreint ma propre règle. J'ai signé un chèque pour les honoraires de l'avocat, et je l'ai tendu à ma sœur, en le libellant uniquement à l'ordre du cabinet. Le soir même, j'ai ouvert une feuille de calcul vierge sur mon ordinateur portable. Je l'ai intitulé Soutien familial. J'y ai consigné la date, le numéro du chèque, et le motif exact. Chaque mois, j'enregistrais les paiements de loyer, les montants minimums des cartes de crédit, et les factures juridiques. L'argent sortait de mon compte, mais il allait directement au prestataire. Pendant que Brooke passait ses journées à se plaindre de l'injustice du marché du travail, moi, je passais mes nuits à ce petit bureau. Je faisais mon travail d'entreprise sur la paie pendant la journée, et, après le dîner, j'étudiais pour obtenir des certifications avancées en conformité. Je déclinais les week-ends au spa avec ma sœur. Je sautais les dîners de famille pour terminer mes examens blancs. Tu ne sais vraiment pas comment profiter de la vie, m'a dit maman au téléphone, un soir. Tu travailles trop, ça te rend inapprochable. Elle ne savait pas que ces certifications s'accompagnaient d'une augmentation de salaire massive. J'ai gardé mes nouveaux revenus complètement cachés. Mon amie d'université, Elena, qui travaillait comme avocate civile en centre-ville, m'a donné un conseil crucial autour d'un café. Elle m'a dit de constituer un fonds d'urgence dans une banque complètement différente, et de ne jamais en mentionner le solde. En août 2025, mes nuits tardives ont fini par porter leurs fruits. J'ai acheté un appartement de 2 chambres, près du centre-ville, en utilisant mes propres économies. Maman a visité mon nouvel appartement exactement une fois. Elle a parcouru le modeste salon, critiqué le manque d'espace extérieur, et puis, a tendu la main. J'aurais besoin d'une clé de secours, pour les urgences familiales. Le gestionnaire de l'immeuble a un protocole d'urgence, lui ai-je dit, en m'adossant à la porte d'entrée. C'est lui qui garde le passe-partout. Brooke a ri, depuis l'îlot de la cuisine. Tu as peur que quelqu'un vienne voler ta petite boîte d'appartement? Non, ai-je répondu calmement. J'ai ouvert la porte et j'ai attendu qu'elle parte. Quand elles sont sorties dans le couloir, j'ai tiré la lourde porte en bois. Le peine dormant s'est enclenché, avec un claquement sec et satisfaisant. Pour la première fois de ma vie, je me tenais dans une maison qui ne contenait pas les factures impayées de ma sœur, ni les jugements silencieux de ma mère. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Cette limite financière a fonctionné, jusqu'à ce que Brooke commence à planifier son mariage avec Daniel. Elle se plaignait constamment des fournisseurs, et des feuilles de calcul trop confuses, pour finalement me demander de réviser son budget. Elle m'a envoyé une liste filtrée de ses transactions bancaires, par email. Je me suis assise dans mon appartement, bien verrouillé et sécurisé, et j'ai ouvert le fichier. J'ai fait défiler les acomptes pour le fleuriste, et les devis du traiteur. Puis, mes yeux ont accroché une ligne particulière. Un dépôt était arrivé sur le compte de Brooke, en mars 2025. La description indiquait clairement le nom du cabinet d'avocats, que nous avions engagé pour son divorce. Ils avaient émis un remboursement pour des heures non facturées, 8 600 €. Mes doigts sont restés suspendus au-dessus du clavier. J'ai vérifié la ligne suivante sur la feuille de calcul. Exactement 2 jours après que le cabinet d'avocats ait retourné l'argent, un débit est apparu. C'était la compte initiale, pour la salle de bal de cet hôtel historique. 8 500 €. Brooke m'avait regardé droit dans les yeux, et juré que chaque centime de ma provision d'avocat, avait servi à finaliser son divorce compliqué. J'ai surligné les 2 lignes sur l'écran. J'ai enregistré une copie du fichier, directement sur mon disque dur local sécurisé.
L'argent qui aurait dû mettre un terme au premier mariage de Brooke avait payé la pièce où elle prévoyait de commencer le second. Les 17 500 € finaux pour la salle sont soumis à une condition simple, ai-je dit à Brooke, au téléphone le lendemain matin. Ma sœur a halté, cette inspiration brusque qui précédait généralement une crise de colère. Tu n'as absolument aucun droit de fouiller dans ma vie privée, Amanda. Parce que tu as utilisé ton divorce pour me demander de l'aide financière, lui ai-je rappelé, gardant un ton parfaitement plat. J'ai juste besoin d'une copie du jugement final certifié pour mes dossiers, avant d'autoriser le paiement du mariage. 2 heures plus tard, un email est arrivé dans ma boîte de réception. Le fichier joint portait le nom « Décret de divorce final-bas certifié ». La lueur de l'écran d'ordinateur illuminait mon salon sombre, alors que j'ouvrais le document. Mon travail quotidien en entreprise consistait à traquer les fonds de santé disparus. Autrement dit, je passais 40 heures par semaine à chercher des chiffres qui n'étaient pas à leur place. Le numéro de dossier correspondait parfaitement au registre du tribunal. Mais le tampon du greffier paraissait terriblement flou, comparé au texte noir et net des paragraphes environnants. Les marges étaient légèrement décalées sur la page 3, laissant un espace gênant près du bas. Plus important encore, la date du jugement était indiquée comme étant 3 semaines après la date de rejet, que j'avais vue sur le registre public. Un souvenir soudain a détourné mon attention des dates. J'ai navigué jusqu'à un dossier archivé, et j'ai ouvert une ordonnance de pension alimentaire temporaire, que ma sœur m'avait transférée il y a 1 an, lorsqu'elle avait besoin d'argent pour son loyer. En plaçant les 2 fenêtres côte à côte, la vérité est devenue douloureusement évidente. Le tampon sur l'ordonnance temporaire possédait le même flou pixelisé, sur le bord gauche, que le nouveau décret. Je n'ai pas modifié le fichier, et je ne l'ai pas confronté immédiatement. J'ai enregistré l'email original dans un dossier sécurisé, et j'ai noté les incohérences sur un bloc-notes jaune. Mon téléphone portable a vibré contre le bureau, me faisant sursauter dans la pièce silencieuse. C'était maman qui appelait. Brooke pleure de manière incontrôlable, a dit la femme qui m'a élevé, dès que j'ai décroché. Pourquoi punis-tu ta sœur, alors qu'elle a enfin trouvé le bonheur? As-tu vraiment vu le jugement certifié, maman? Elle a complètement ignoré la question, pivotant instantanément vers son arme favorite. Ton père aurait le cœur brisé, de te voir traiter ta famille comme un auditeur traite un suspect. Tu dois penser à notre réputation, et arrêter ces bêtises. Au lieu de discuter, j'ai appuyé sur le bouton de fin d'appel, et posé le téléphone face vers le bas. Maman protégerait toujours sa plus jeune fille, j'avais donc besoin d'une preuve irréfutable. J'ai ouvert une nouvelle fenêtre de messages, et j'ai tapé une demande très spécifique à Brooke, avant que j'autorise le paiement restant, confirme-moi par écrit que ton premier mariage a légalement pris fin, et que le document joint est le jugement final certifié. Quand la réponse est arrivée, 12 minutes plus tard, elle contenait exactement ce dont j'avais besoin. Oui, je suis légalement divorcé. Débloque le paiement, et arrête de créer des problèmes. J'ai imprimé le fil de discussion immédiatement. Ma sœur venait de sceller son mensonge à l'encre indélébile. Totalement inconsciente, qu'elle venait de me donner exactement le moyen de pression dont j'avais besoin. Le lendemain après-midi, le sifflement d'une machine à expresso remplissait le café bruyant, situé juste en face du tribunal du comté. J'ai glissé l'email imprimé et le PDF suspect sur la petite table en bois. Elena a ajusté ses lunettes, lisant les pages avec le silence expérimenté d'une avocate civile. « Écoute-moi bien », a dit mon ami, en tapotant le papier avec un stylo argenté. « Ne poste rien en ligne. Ne la menace pas. Et n'appelle pas son employeur. Tu vas traverser la rue, obtenir le dossier officiel, et laisser les documents parler d'eux-mêmes. » Elena a bu une gorgée lente de son café noir, ses yeux scrutant le tampon flou du tribunal une dernière fois. « Tu ne récupéreras pas tout ton argent, Amanda. Un juge considérera certains de ses premiers paiements comme des cadeaux. Mais tu peux arrêter l'hémorragie, et tu peux empêcher Daniel de s'engager dans un mariage frauduleux. » Laissant ma tasse à moitié vide sur la table, je suis sorti dans l'air vif de l'automne. Le hall du tribunal bourdonnait de l'urgence silencieuse des avocats et des agents de sécurité. Le bureau du greffe sentait légèrement le vieux papier et la cire à parquet. Je me suis avancé jusqu'à l'épais comptoir en verre, j'ai payé de petits frais, et j'ai demandé le résumé certifié du dossier de Brooke Reed. L'homme derrière la cloison a apposé un seau lourd, sur une feuille de papier immaculé, et l'a fait glisser par la fente en métal, en bas. Il n'a offert aucun conseil juridique, juste un hochement de tête fatigué, en appelant le numéro suivant.
En ramenant le document de l'autre côté de la rue, je me suis assise en face d'Elena, et j'ai posé le registre certifié à côté du PDF que ma sœur m'avait envoyé. Les dates étaient indéniablement contradictoires. Le registre officiel du tribunal confirmait un rejet de l'affaire il y a 16 mois. Et il n'y avait absolument aucun jugement final au dossier. Elena a étudié les deux documents conflictuels pendant un long moment. Elle a levé les yeux, son expression complètement sérieuse. Si ce document a été altéré, ta sœur n'a pas juste menti à propos d'un divorce. Elle a utilisé ce mensonge pour te faire payer. Mes doigts ont couru rapidement sur le clavier, alors que je supprimais mes profils de facturation enregistrés sur tous les portails de fournisseurs de mariage. Désactiver les paiements automatiques pour les cartes de crédit de ma sœur ne m'a pris que 3 clics. Et j'ai immédiatement changé les mots de passe sur tous mes comptes bancaires personnels. Ensuite, j'ai rédigé un email poli à Claire. J'ai expliqué clairement que je n'étais pas la partie contractante pour le lieu, et que tous les nouveaux frais nécessitaient une autorisation distincte de la part du couple. L'organisatrice de mariage a répondu 10 minutes plus tard, par une brève confirmation. Mon téléphone de bureau a sonné plus tard, dans l'après-midi. Le directeur régional m'appelait pour m'offrir officiellement le poste de responsable régional de la conformité des salaires, assorti d'une augmentation substantielle de salaire. Je n'ai pas appelé ma mère. Je n'ai pas envoyé de SMS à ma sœur. Au lieu de cela, j'ai retrouvé Elena pour dîner dans un restaurant italien calme, et nous avons célébré ça autour de pâtes fraîches. L'argent supplémentaire serait directement versé dans mon fonds d'urgence et mes comptes de retraite. Ma famille avait toujours considéré mes revenus comme une ressource partagée, destinée à régler leur crise perpétuelle, tout en traitant le compte en banque de Brooke comme son propre succès intouchable. Cette époque était définitivement révolue. L'interphone de mon appartement a résonné dans le couloir silencieux, le lendemain soir. En m'approchant du panneau mural, j'ai appuyé sur le bouton de la caméra. Maman se tenait sur les marches en béton, devant l'entrée de l'immeuble. La femme qui m'a élevé serrait son sac à main de créateur, et semblait profondément agacée d'être obligée d'attendre. J'ai appuyé sur l'interrupteur de l'interphone, et je lui ai proposé de la rencontrer pour prendre un café, le lendemain matin. Fais-moi monter tout de suite, sa voix a grésillé dans le petit haut-parleur en plastique. Nous devons parler en famille. Et je n'ai pas de clé de secours. Ce n'était pas un oubli, ai-je répondu calmement. Des larmes sont montées à ses yeux, sur le flux vidéo granuleux. Je me suis éloigné du panneau, j'ai marché vers ma cuisine, et j'ai laissé la lourde porte en bois solidement verrouillée. Elena a rédigé une lettre strictement neutre à l'attention de Mason Reed, dès le lendemain matin. L'avocate a uniquement demandé une copie du décret final, ou de tout document judiciaire connexe. En prenant soin de ne rien mentionner, à propos du mariage imminent, ou d'une quelconque fraude potentielle. Assise en face de son bureau en bois poli, j'ai enfin exprimé ma plus grande peur. J'ai admis que Mason pourrait être un mari violent et contrôlant, prolongeant intentionnellement le processus pour maintenir son épouse séparée, en otage. Nous allons nous fier strictement aux documents écrits, a conseillé Elena, en glissant la lettre dans une enveloppe impeccable. Nous ne faisons confiance à la performance émotionnelle de personne. J'espérais sincèrement que Mason se révélerait être le méchant dans cette histoire. Cet espoir fragile a volé en éclats, exactement 3 jours plus tard. La réponse est arrivée par les voies légales officielles. L'avocat de Mason a fourni une copie du projet d'accord, accompagné d'une explication très claire de la chronologie. Mason avait en fait signé l'accord de son plein gré, des années auparavant. Brooke avait été celle qui refusait de fournir au tribunal une déclaration complète de ses dettes. Après des mois de silence total de sa part, le juge n'avait eu d'autre choix que de rejeter entièrement l'affaire. L'avocat a également joint un échange de mes imprimés, datant d'il y a 16 mois. Mes yeux ont parcouru le message imprimé de Mason. Il l'avait averti en texte clair, nous sommes toujours légalement mariés, jusqu'à ce qu'un juge rende un jugement final. La réponse de Brooke se trouvait juste en dessous de son avertissement, je sais. Je vais m'en occuper. J'ai emporté l'épaisse pile de documents dans mon salon, et j'ai dégagé ma petite table à manger. J'ai placé l'avertissement imprimé de Mason, à côté de l'email récent, où ma sœur jurait qu'elle était légalement divorcée. J'ai étudié les dates de près. Exactement 16 mois séparaient les deux messages. Il ne s'agissait pas d'une erreur de saisie. Et ce n'était certainement pas un malentendu causé par un système juridique confus. J'ai tapé une chronologie des événements, je l'ai imprimé en 2 exemplaires, et j'ai enfermé la version originale,
dans un coffre-fort ignifuge caché dans le placard de ma chambre. Brooke savait. Elle savait depuis 16 mois, et chaque euro qu'elle m'avait demandé depuis, était accompagné d'un mensonge. La salle de conférence d'Elena sentait l'encaustique au citron et le cuir coûteux, offrant un contraste saisissant avec la veste en toile usée, drapée sur la chaise en face de nous. Mason Reed ne ressemblait pas au monstre tyrannique, que ma sœur avait décrit pendant 3 ans. L'électricien commercial avait simplement l'air complètement épuisé. Il portait un lourd dossier Kraft, qu'il a déposé doucement au centre de la grande table en bois. Il n'a pas demandé ma sympathie, ni offert d'excuses pour le passé. Mason voulait simplement que son nom soit légalement détaché d'une femme, qui était sur le point d'épouser quelqu'un d'autre. Mon amie avocate a ouvert le dossier, et en a extrait une épaisse liasse de papier. Mason avait apporté le projet d'accord de règlement, les premiers emails d'échanges financiers, et une copie authentique de l'ordonnance de pension alimentaire temporaire, issue de leurs premières audiences au tribunal. Au moment où Elena a placé la véritable ordonnance temporaire, à côté du document imprimé que ma sœur m'avait envoyé par email, la pièce entière est devenue parfaitement silencieuse. Le numéro de dossier se trouvait exactement à la même place sur les 2 pages. Le tampon du greffier du tribunal présentait le même flou pixelisé, sur le bord gauche. Une petite éraflure sur la vitre du scanner du tribunal avait transféré une minuscule tache noire sur les 2 documents. Brooke avait pris une ordonnance financière temporaire, avait modifié le texte pour le faire passer pour un jugement final, et me l'avait présenté comme preuve d'un mariage dissous. Elena a tapoté le bois avec son stylo argenté, déclarant clairement qu'un expert en documents devrait formellement vérifier l'altération plus tard. Mais les preuves visuelles étaient accablantes. Mason s'est penché en avant, et a expliqué exactement pourquoi l'affaire de divorce était morte. Il avait effectivement signé le projet d'accord de son plein gré, impatient de tourner la page et de refaire sa vie. Brooke, cependant, avait catégoriquement refusé de soumettre au juge sa déclaration financière obligatoire. Ce retard n'était pas né de la paresse ou de la confusion. Ma sœur portait plus de 86 000 € de dettes secrètes sur des cartes de crédit, accumulées sur de multiples comptes de magasins cachés. Elle savait qu'un partage équitable des biens aurait traîné ces vilains chiffres directement sur le registre public. Plus important encore, elle savait que Daniel effectuerait une vérification des antécédents, avant qu'il ne demande un prêt hypothécaire conjoint. Brooke prévoyait d'utiliser le score de crédit immaculé de son nouveau mari, pour obtenir une luxueuse maison de banlieue. Puis de régler discrètement les papiers de son précédent mariage, après la lune de miel. De retour dans mon appartement calme plus tard dans la soirée, je me suis assise sur mon canapé, et j'ai fixé l'écran noir de la télévision. Le silence pesait lourdement sur mes oreilles. J'avais besoin de savoir exactement jusqu'où allait la complicité dans ma famille. Alors, j'ai pris mon téléphone portable, et j'ai composé le numéro de la maison où j'ai grandi. Maman a répondu à la 2e sonnerie, sa voix enrobée de cette couche familière de gaieté forcée. Je n'ai pas crié, et je n'ai pas révélé la montagne de preuves imprimées, posées sur ma table à manger. J'ai simplement dit à la femme qui m'a élevé, que j'avais obtenu le registre certifié du tribunal, et qu'il ne contenait aucun jugement final pour le divorce. La ligne est restée morte et silencieuse, pendant 10 secondes complètes. Une voiture est passée sous ma fenêtre, les phares balayant le mur de mon salon, avant que maman ne finisse par parler. La paperasse peut être réglée après la lune de miel, Amanda. Mes poumons se sont sentis complètement vides. J'ai serré fermement le bord en plastique de mon téléphone. Est-ce que Daniel le sait? Maman a laissé échapper un soupir exaspéré, du genre qu'elle réservait généralement aux enfants têtus, faisant tomber de la nourriture sur son tapis propre. Il n'a pas besoin de connaître tous les détails sordides du passé de ta sœur. Tu fais toute une histoire pour un simple retard de dépôt de dossier. J'ai raccroché immédiatement. Mon pouce a plané sur l'écran, alors que j'ouvrais notre fil de SMS. J'avais besoin que son aveu soit verrouillé par écrit. Tout comme l'email de Brooke. J'ai tapé une seule phrase, directe, tu sais qu'elle est toujours légalement mariée. 3 minutes angoissantes se sont écoulées, avant que la bulle de discussion grise n'apparaisse. Suivi d'un nouveau message, je sais. Cette famille a besoin que tu arrêtes d'empirer les choses. Mon téléphone a vibré à nouveau, presque immédiatement. Mais la nouvelle notification provenait de ma sœur. Brooke n'a pas présenté d'excuses, et n'a pas essayé d'expliquer le registre du tribunal manquant. Elle a simplement exigé le paiement final au fournisseur, parce que la coordinatrice de l'hôtel menaçait d'annuler le forfait bar premium.
Maman dit que tu vas te calmer et payer comme d'habitude, a écrit Brooke. Envoie le numéro de confirmation ce soir. J'ai lu les mots 3 fois. L'audace pure de cette exigence a balayé les dernières traces de ma culpabilité persistante. J'ai tapé une réponse rapide, demandant exactement pourquoi elle croyait que j'autoriserais un paiement massif, pour un mariage frauduleux. Parce que tu le fais toujours quand ça compte. Cette phrase unique a illuminé la totalité de mes 39 années d'existence. Ma sœur n'accordait aucune valeur à mon amour. Ma mère ne respectait pas mon travail acharné, ni mon indépendance. Elles aimaient simplement le fait que je fonctionnais comme un amortisseur financier sans fin, pour leurs terribles décisions. Mon argent et mon obéissance silencieuse étaient la monnaie requise pour conserver la place qui m'était assignée, à leur table. Je me suis déplacé vers mon bureau, j'ai sorti un bloc-notes jaune neuf, et j'ai tracé 3 lignes verticales sur la page. J'ai créé un plan de bataille strict, basé entièrement sur des faits. La colonne 1 contenait les preuves indéniables. La colonne 2 listait les personnes qui devaient absolument connaître la vérité. Daniel occupait la toute première place. Parce que le marié méritait de savoir qu'il était sur le point de signer une fausse licence de mariage. Claire, l'organisatrice de l'hôtel, avait simplement besoin de savoir que je retirais définitivement mon soutien financier. La banque régionale où Brooke travaillait n'était pas encore sur la liste, parce que je refusais d'utiliser la carrière de ma sœur comme une arme. Enfin, maman ne recevrait aucune mise à jour. Ce qui la priverait de toute capacité d'avertir la mariée, ou d'intercepter les documents. J'ai soigneusement plié le papier jaune. Je l'ai placé à l'intérieur de mon coffre-fort ignifuge, avec les dossiers du tribunal, et j'ai fait tourner le lourd cadran en métal. Le verrou s'est enclenché avec un bruit sourd et définitif. Prenant la clé de secours de mon appartement dans une coupelle en céramique, j'ai passé mon pouce sur le bord métallique dentelé. Incroyablement reconnaissante de ne l'avoir jamais remise entre leurs mains. L'écran de mon téléphone s'est allumé une dernière fois, sur le bureau sombre. Le dernier message de Brooke ne comportait que 5 mots, « Maman dit que tu paies toujours ». 10 jours avant la cérémonie de mariage. Le soleil matinal jetait de longues ombres pâles sur le sol de mon salon. Je me suis assise à ma table à manger, ignorant le café froid dans mon mug, et j'ai ouvert un brouillon de mail vierge. Le tapotement rythmique de mes doigts sur le clavier semblait inhabituellement fort dans l'appartement silencieux. J'ai ajouté ma sœur en tant que destinataire, puis j'ai soigneusement mis maman en copie. Mon message ne contenait aucune accusation émotionnelle, et absolument aucune menace. J'ai simplement déclaré que le paiement final de 17 500 € nécessitait un jugement final certifié par le tribunal avant mardi. De plus, j'ai précisé qu'il s'agissait d'une exigence contractuelle standard, et qu'elles restaient les signataires principales sur l'accord du lieu de réception. Cliquer sur « Envoyer » m'a fait l'effet de lâcher une pierre lourde dans un puits profond. J'ai attendu le plouf, et il est arrivé exactement 40 minutes plus tard. Brooke a répondu à toutes, ignorant complètement la contrainte de la date limite. Et a joint exactement le même document flou qu'elle avait envoyé précédemment. Je suis légalement divorcé, disait son message. Débloque le paiement. Ma sœur venait de verrouiller sa propre cage, de l'intérieur. Plus tard dans l'après-midi, Elena a étalé une collection de dossiers Kraft sur sa grande table de conférence en acajou. Le bureau de l'avocate civile sentait légèrement le nettoyant au citron, et les vieux livres. Nous devions constituer un dossier spécifique pour le marié. En éliminant tout ce qui ressemblait à une querelle familiale mesquine. Mon amie avocate a bougé avec une précision exercée. Empilant uniquement les preuves indéniables sur le bois poli. En premier étalé la chronologie que nous avions tapée ensemble. Ensuite, le registre certifié du tribunal montrant le non-lieu, suivi du faux dossier que Brooke avait soumis comme preuve de divorce. Enfin, nous avons ajouté l'avertissement imprimé de Mason, et l'email de ma sœur exigeant l'argent. Aucun relevé bancaire montrant mes années de soutien financier n'a été retenu. Nous n'avons inclus aucune lettre émotionnelle. Il a juste besoin des faits, a murmuré Elena, en glissant la pile de papier ordonnée dans une épaisse enveloppe crème. Si tu le submerges avec votre histoire familiale, il pourrait te considérer comme une sœur jalouse, essayant de ruiner son grand jour. J'ai pris un marqueur noir et j'ai écrit « Daniel Mercé » en majuscule d'imprimerie, sur le devant. En dessous de son nom, j'ai ajouté une consigne simple « Veuillez lire avant de signer la licence de mariage ». Mon estomac s'est noué lorsque j'ai scellé le rabat. Mais j'ai placé un double des documents dans mon sac fourre-tout en cuir,
et j'ai laissé une troisième copie, dans l'armoire de classement sécurisé d'Elena. Prendre le contrôle signifiait donner à Daniel une chance d'entendre la vérité, en privé. J'ai donc rédigé un bref email à son attention, le mercredi matin. J'ai demandé une courte rencontre avant la cérémonie. Précisément avant que toute paperasse légale ne soit finalisée par l'officiant. Sa réponse est arrivée presque immédiatement, chaleureuse et conciliante, comme toujours. Il a accepté de me rencontrer à l'hôtel, après son petit déjeuner avec les garçons d'honneur. Cette petite fenêtre d'espoir s'est refermée violemment, 4 heures plus tard. Mon téléphone a vibré sur le comptoir de la cuisine, affichant un SMS de Brooke. La mariée m'informait que Daniel avait eu un conflit d'horaire inattendu. Et qu'il m'était strictement interdit de le déranger, le matin du mariage. Elle affirmait qu'il avait besoin de temps pour se détendre avec ses amis. J'ai fixé l'écran lumineux, pleinement consciente qu'elle avait probablement intercepté le plan, ou qu'elle l'avait convaincu d'annuler purement et simplement la rencontre. Je n'ai pas discuté. Au lieu de cela, j'ai pivoté vers une stratégie secondaire. Le témoin, Nathan, se tiendrait juste à côté du marié toute la matinée. Il deviendrait mon messager. La riposte promise est arrivée le jeudi soir. Mon téléphone a sonné, pendant que je rangeais ma robe dans sa housse de voyage, dans la chambre. Le nom de maman a clignoté sur l'écran. Et j'ai répondu à la troisième sonnerie, me préparant à l'inévitable tempête. Brooke m'a dit que tu essayais de coincer Daniel samedi, a dit maman. Sa voix portait une fréquence basse et dangereuse, qui avait généralement le don d'assécher ma gorge. Si tu amènes tes ridicules histoires de tribunal à cet hôtel, nous n'aurons pas de place pour toi à la réception. Mon rythme cardiaque ne s'est pas accéléré. Mes mains sont restées parfaitement stables, sur la fermeture éclair de ma housse de robe. J'ai regardé autour de moi, dans mon appartement calme et sécurisé. L'invitation tient toujours, maman. J'ai juste besoin de parler à Daniel, avant qu'il ne signe les papiers légaux. Écoute-moi très attentivement, a chuchoté la femme qui m'a élevé. Si tu gâches cette journée, tu n'auras plus de famille vers qui te tourner. Un calme étrange s'est posé sur mes épaules, effaçant complètement des décennies d'anxiété conditionnée. Alors tu as mal compris ce que j'ai construit, quand j'ai quitté ta maison, ai-je répondu. J'ai mis fin à l'appel. J'ai posé le téléphone sur le matelas, et j'ai laissé le silence de ma propre maison me réconforter. La menace de m'effacer du plan de table n'était pas des paroles en l'air. Mais elle n'avait plus le pouvoir de me détruire. Le vendredi matin nécessitait une action immédiate. Je me suis donc connecté à mes portails de cartes de crédit, et j'ai méthodiquement démantelé le filet de sécurité financier, que j'avais involontairement fourni. J'ai annulé l'autorisation pour l'extension du bar premium, j'ai révoqué le profil de paiement pour le transport de l'après-soirée, et j'ai retiré ma carte de la réservation de la suite nuptiale. Fait crucial, je n'ai émis aucune contestation de paiement frauduleuse, pour les services qu'ils avaient déjà consommés. J'ai simplement arrêté l'hémorragie, sur les fonds non engagés. Un email de Claire, la coordinatrice de mariage de l'hôtel, est arrivé peu après le déjeuner. Elle a confirmé l'annulation de mes garanties de paiement, notant professionnellement que la mariée et le marié assumeraient désormais la responsabilité du solde restant. J'ai imprimé son email de confirmation, et l'ai glissé dans ma mallette de travail. Mes obligations légales étaient officiellement rompues. Le samedi matin s'est levé, froid et gris. Le froid de la mi-octobre s'infiltrant à travers la vitre de ma chambre. Alors que je me tenais devant le grand miroir, mon téléphone a vibré violemment sur la table de nuit. Brooke avait envoyé un SMS, « Viens tôt. Apporte le chèque. Ne ramène pas cette journée à toi. » J'ai lissé le tissu de ma robe bleu foncé, appréciant sa coupe structurée et ses poches profondes. En entrant dans le placard, j'ai ouvert mon coffre-fort ignifuge, et j'ai récupéré l'épaisse enveloppe crème. Le seau doré a accroché la lumière du plafond. J'ai glissé le lourd paquet dans la poche intérieure de mon manteau, sentant son poids presser doucement contre mes côtes. Taper ma réponse n'a pris que quelques secondes. Mes doigts se déplaçant régulièrement sur l'écran en vert, je viendrai tôt. J'apporte ce que tu m'as demandé d'oublier. J'ai marché jusqu'à la porte d'entrée. J'ai pris mon sac, et je suis sorti dans le couloir silencieux. Avant de me diriger vers l'ascenseur, j'ai tenu ma clé de secours dans le creux de ma main pendant un long moment. Sentant les arêtes métalliques acérées s'enfoncer dans ma peau. Elle représentait l'ultime limite. Une manifestation physique de la paix, que je refusais de leur abandonner, à nouveau et à jamais.
Brooke m'avait demandé d'apporter le chèque. J'avais apporté le registre du tribunal à la place. La suite nuptiale au 7e étage sentait intensément les fers à friser brûlants et le champagne doux. J'ai frappé une fois à la lourde porte en bois. Je l'ai poussée, et je suis entré dans un chaos absolu. Des demoiselles d'honneur éparpillées sur la moquette, comme des oiseaux effarouchés. Brooke était assise sur une chaise haute face à un immense miroir éclairé, vêtu d'un peignoir en soie blanche. Maman planait juste derrière elle, ajustant un voile étincelant. Marchant droit vers le comptoir de maquillage, j'ai sorti l'épaisse enveloppe crème de la poche de mon manteau, et je l'ai posée à côté d'un tube de rouge à lèvres onéreux. Tu as 1 heure avant que la cérémonie ne commence, ai-je dit doucement, gardant ma voix assez basse pour que la maquilleuse dans le coin ne puisse pas entendre. Dis la vérité à Daniel avant de signer les papiers légaux, et je m'en irai. Brooke a jeté un œil au sceau du tribunal sur l'enveloppe, et son sourire peint a complètement disparu. L'affaire est techniquement terminée, Amanda. La dernière entrée est juste une formalité bureaucratique. Le registre indique rejeté, les jeux corrigés en me penchant légèrement en avant. Et Mason t'a explicitement averti que tu étais toujours marié, il y a 16 mois. Tu as choisi de l'ignorer. Le teint impeccable de la mariée a viré au gris malade, à la mention du nom de son premier mari. Maman s'est immédiatement interposée entre nous, ses mains s'agitant en l'air comme des boucliers défensifs. Nous réglerons les vieilles formalités administratives après la lune de miel, a chuchoté férocement la femme qui m'a élevé. Ne fais pas ça aujourd'hui. Brooke n'a pas pleuré. Son numéro de victime fragile, qu'elle jouait depuis 3 ans, a disparu en un battement de cils. Remplacé par un regard froid et calculateur, qui la faisait ressembler trait pour trait à maman. Daniel n'a pas besoin d'être au courant d'un vieux retard juridique, a sifflé ma sœur, en agrippant les accoudoirs rembourrés de sa chaise de maquillage. Si tu essaies de me gâcher ça, je dirai à tout le monde ici que tu n'es qu'une vieille fille pathétique et jalouse. Je ferai en sorte que toute la famille élargie sache que tu as essayé de détruire mon mariage, parce que tu n'as jamais pu trouver un homme pour toi. J'ai regardé la femme que j'avais passé des dizaines de milliers d'euros à essayer de sauver. Et je n'ai absolument rien ressenti. Ni colère, ni chagrin. Le puits émotionnel était enfin à sec. Le délai reste le même, ai-je dit d'une voix parfaitement stable. Avant qu'il ne signe la licence. Brooke a claqué des doigts, rappelant ses demoiselles d'honneur dans la pièce. Amanda s'en va, a-t-elle annoncé bruyamment. Elle s'attendait à ce que je laisse les documents derrière moi, dans ma défaite. Au lieu de cela, j'ai repris l'enveloppe crème. Je l'ai glissée en sécurité dans la poche de mon manteau, et j'ai franchi la porte. La cérémonie a eu lieu dans la cour de l'hôtel. Sous un immense baldaquin de fleurs blanches. Je ne me suis pas assise au 2e rang, où la famille proche se réunissait habituellement. Ma sœur avait déjà modifié le plan de table, me plaçant tout au fond. Parmi les cousins éloignés, et les accompagnateurs gênants. Je suis restée assise là, silencieusement, à les regarder échanger leurs vœux. Et je ne me suis pas levée pour m'y opposer. Je refusais de transformer une limite légale en un spectacle théâtral. Quand les invités se sont dirigés vers la salle de bal pour l'heure du cocktail, je me suis éclipsé dans un couloir latéral. J'ai trouvé Nathan, le témoin, debout près du vestiaire, tenant un plateau de verre. Nathan, ai-je dit en lui offrant un sourire poli. Daniel a laissé ça dans la suite nuptiale plus tôt. Pourriez-vous le lui donner, juste avant qu'il ne signe la licence dans la salle privée? Le garçon d'honneur a pris l'épaisse enveloppe en hochant la tête joyeusement. Totalement inconscient du matériel explosif qu'elle contenait. En m'éloignant, j'ai sorti mon téléphone, et j'ai envoyé un seul SMS directement au marié, s'il te plaît, lis l'enveloppe que Nathan t'apporte, avant de signer tout document légal. En approchant de l'entrée de la salle de bal quelques minutes plus tard, la lourde odeur de rose blanche a inondé le couloir principal. Le plan de table encadré d'or se tenait exactement là où je savais qu'il serait. J'ai parcouru la liste alphabétique, notant que mon nom avait été complètement effacé de l'affichage. Brooke s'est approché de moi, tenant une autre coupe de champagne. Flanqué de maman, et de quelques demoiselles d'honneur qui gloussaient. Oups, on a oublié ta place, a ricané ma sœur, en tapotant de son ongle manucuré le tableau en verre. Maman a pointé un doigt sec vers les panneaux de sortie. Tu ferais mieux de rentrer chez toi, Amanda. L'une des demoiselles d'honneur a laissé échapper un petit rire. Mais le son s'est éteint instantanément, lorsqu'elle a réalisé que je ne rougissais pas, et que je ne m'enfuyais pas en larmes.
Je me suis tourné vers la mariée. Ne t'inquiète pas, ai-je dit, ma voix tranchant nettement à travers le bruit du couloir. On dirait que nous avons toutes les deux oublié quelque chose. Je n'ai pas attendu que Brooke réponde. Je ne suis pas resté non plus pour l'avoir réalisé, que l'enveloppe n'était plus dans ma poche. J'ai simplement tourné le dos, et j'ai commencé à marcher vers le hall principal de l'hôtel. Claire, l'organisatrice de mariage, m'a intercepté près du grand escalier, avant que je puisse atteindre les portes d'entrée. La lumière de son casque clignotait frénétiquement à son oreille. Amanda, a dit l'organisatrice, essoufflée. Brooke a dit que vous autorisiez à l'instant le solde final de 17 500 € pour le lieu, et le bar premium. Je me suis arrêté. J'ai ouvert mon sac fourre-tout en cuir, et j'ai sorti l'email de confirmation imprimé que Claire m'avait envoyé hier. Je lui ai remis le papier directement en main propre. Je ne suis pas la partie contractante, ai-je expliqué clairement. J'ai retiré mes garanties financières hier après-midi. Brooke nous a rattrapés. Ses talons claquant agressivement sur le sol en marbre. Elle a promis verbalement, a exigé ma sœur, en pointant un doigt tremblant vers moi. Débiter sa carte enregistrée tout de suite. J'ai regardé directement la mariée. Pleinement consciente qu'une douzaine d'invités se tenaient près du vestiaire, et écoutaient chaque mot. Mon cadeau dépendait d'un divorce légal, ai-je déclaré, ma voix résonnant légèrement dans le hall caverneux. Tu as confirmé un divorce qui n'existe pas, un lourd silence étouffant est tombé sur la foule rassemblée. Les invités ont échangé des regards confus et horrifiés. Brooke s'est figé complètement. Sa bouche s'ouvrait et se fermait sans produire le moindre son. Alors que ma sœur se tenait paralysée dans le hall, les lourdes portes en bois de la salle de signature privée se sont soudainement ouvertes au bout du couloir. J'ai vu Daniel sortir dans le corridor. Le groupe qui jouait en direct à l'intérieur de la salle de bal entonnait un standard de jazz enjoué. Mais le marié avait l'air violemment malade. Son visage était complètement vidé de ses couleurs. Dans sa main gauche, il serrait l'enveloppe crème que j'avais donnée à Nathan. Dans sa main droite, il tenait la demande officielle de licence de mariage de l'État. Je savais exactement ce qui avait dû se passer derrière ces portes closes. Il avait lu le registre certifié. Il avait vu le faux PDF. Et puis, il avait baissé les yeux sur le formulaire gouvernemental, que Brooke avait rempli des semaines auparavant. Elle avait été obligée d'inscrire une date précise de divorce sur cette demande, pour que la licence soit approuvée par l'État. Daniel a ignoré les invités qui chuchotaient. Il est passé devant l'organisatrice de mariage, et a marché droit vers la mariée. Il a brandi la demande gouvernementale. Ses mains tremblaient d'une fureur à peine contenue. Daniel a regardé la femme qu'il aimait, et a demandé, « Brooke, qui est Mason Reed ?» Le lourd silence du grand hall s'est brisé, lorsque Daniel s'est retourné brusquement, et s'est dirigé vers la salle de signature privée. Il n'a pas crié. Brooke a trébuché à la suite de son fiancé. Sa robe blanche traînant sur le marbre poli. Tandis que maman se hâtait de la suivre de près. Nathan, le témoin, nous a fait signe, à l'officiant et à moi, d'entrer dans le petit bureau au panneau d'acajou, avant de refermer fermement les lourdes portes en bois. À l'intérieur de l'espace clos, l'air semblait étouffant, et parfaitement immobile. Daniel a jeté l'enveloppe crème sur une petite table en verre. Il a ramassé la demande de mariage de l'État, et a regardé ma sœur droit dans les yeux. « J'ai besoin que tu me donnes la date exacte à laquelle ton premier mariage s'est terminé, » a dit le marié. Sa voix était dépouillée de toute sa chaleur habituelle. Brooke a dégluti difficilement, agrippant le bord d'une chaise en cuir. Elle a fourni une date à la fin du mois de mai. Ses yeux dardant nerveusement vers maman. « C'est fascinant, » a répondu Daniel, en brandissant la demande du gouvernement. « Parce que tu as écrit une date complètement différente, en août, sur ce document légal assermenté. Et le registre certifié du tribunal, dans cette enveloppe, indique un non-lieu datant d'avril de l'année dernière. Ça fait 3 dates différentes, Brooke. » Maman s'est immédiatement avancée, posant une main réconfortante sur l'épaule tremblante de la mariée. La femme qui m'a élevé, a offert un sourire rassurant, bien rodé. Les systèmes judiciaires sont juste terriblement lents de nos jours, Daniel. Amanda fait d'un simple retard administratif une affaire d'État, parce qu'elle se sent exclue. Je n'ai pas élevé la voix pour argumenter. Je me suis tenu près des portes fermées, et j'ai énoncé un simple fait. Le registre public certifié ne contient aucun jugement final. Daniel a sorti son téléphone de la poche de son smoking.
Il a pris des photos nettes du faux décret, du véritable registre, et de la demande de mariage. Il a annoncé qu'il envoyait les images directement à l'avocat de sa famille, pour un examen immédiat. L'officiant s'est raclé la gorge, s'éloignant de la table en verre. L'homme plus âgé a pris son stylo doré, et l'a rebouché avec un clic sec. Il a déclaré clairement qu'il ne pouvait légalement finaliser aucune licence de mariage, tant que la capacité de la mariée à se marier restait en question. Rassemblant son porte-documents en cuir, le pasteur a reculé contre le mur. La panique a fini par briser la posture figée de Brooke. « Tu ne peux pas juste partir », s'est écriée ma sœur, en essayant désespérément d'attraper la manche de Daniel. Nous étions déjà là-bas dans la cour. Nous avons déjà prononcé nos vœux devant tout le monde. Le marié a reculé, évitant facilement son étreinte. « Tu m'as laissé me tenir devant toute ma famille, et faire un vœu légal basé sur des documents falsifiés, a-t-il dit doucement. Cette paperasse s'arrête tout de suite. Laissant la mariée sangloter dans ses mains, Daniel a ouvert les lourdes portes, et est sorti pour trouver ses parents. La réception somptueuse a commencé à se désagréger immédiatement. Par la porte ouverte, je pouvais voir l'immense gâteau de mariage à 5 étages, trônant complètement intact sur son piédestal en argent. Le groupe en direct a arrêté de jouer au milieu d'une chanson, remballant ses instruments en cuivre dans des étuis doublés de velours. Tandis que des invités confus commençaient lentement à se diriger vers le stand des voituriers. Claire, la coordinatrice de mariage de l'hôtel, s'est glissée dans la salle privée un instant plus tard. L'organisatrice serrait son porte-bloc, l'air incroyablement mal à l'aise. Elle a informé l'assistance que Daniel avait officiellement révoqué son autorisation de paiement pour l'ensemble de l'événement. Et elle a noté que j'avais déjà retiré mon soutien financier. Le contrat principal tenait toujours le couple pleinement responsable du solde restant. L'avocat de Daniel s'occuperait de sa part, en raison des fausses déclarations. Laissant la mariée face à une montagne de dettes immédiates. Maman s'est tournée vers moi. Le regard suppliant. « Couvre juste les frais pour ce soir, Amanda. On pourra régler les détails demain. Mais s'il te plaît, ne les laisse pas humilier ta sœur. » J'ai regardé la femme, qui avait passé des décennies à me conditionner, à absorber chaque désastre familial. C'est précisément comme ça, que nous en sommes arrivés là. Leur tournant le dos, je suis sorti de la pièce étouffante. Je me suis engagé dans le long couloir vide en direction de la sortie. Les épaisses moquettes étouffaient mes pas. Mais le claquement frénétique de talons hauts a vite résonné derrière moi. Brooke m'a poursuivi dans le couloir, attrapant mon avant-bras juste avant que j'atteigne le hall principal. Ma sœur pleurait pour de bon, maintenant. Son maquillage parfait était ruiné. Elle a attrapé ma main, me suppliant de revenir dans la salle de bal. Elle m'a imploré de dire à Daniel que le tribunal mettait simplement du temps à mettre à jour ses dossiers. Et elle m'a supplié de payer Claire, avant que la direction de l'hôtel n'implique la police. J'ai doucement détaché ses doigts de ma peau, ne ressentant rien d'autre qu'un profond sentiment d'épuisement. « Quel mensonge veux-tu que je paie, Brooke ?» ai-je demandé, ma voix résonnant légèrement contre le haut plafond. « Le mariage, ou le mari dont tu n'as jamais divorcé ?» Juste cette fois, a chuchoté la mariée, de nouvelles larmes coulant sur ses joues. « Il n'y a jamais eu de juste cette fois avec toi. » J'ai continué à marcher. Je suis passé par les lourdes portes vitrées, pour me retrouver dans l'air frais de la soirée. Avant d'atteindre le parking, mon téléphone a vibré dans la poche de mon manteau. Brooke avait laissé un message vocal. J'ai appuyé sur le bouton du haut-parleur, laissant le son se faire entendre doucement, alors que je me tenais près d'un pilier en béton. « Dis à Daniel que tu as mal compris », a exigé la voix enregistrée de ma sœur. Son ton passant sans transition, du désespoir à la manipulation. Je réglerai le divorce après la lune de miel. S'il te plaît, paie Claire ce soir. Une ombre a bougé sur ma gauche. Daniel se tenait à quelques mètres de là, tenant une coupe de champagne tiède et intacte. Il était sorti pour échapper à la foule. Et il avait entendu chaque mot, résonner du haut-parleur de mon téléphone. Le marié n'a pas crié. Il est passé devant moi, en portant son téléphone à l'oreille. Je l'ai entendu laisser un message à Brooke, déclarant calmement que leur fiançailles était définitivement rompue, et que toute communication future passerait par son avocat. Puis, Daniel a ajouté un détail dévastateur. Il a mentionné qu'elle avait également utilisé ce même faux décret, dans les documents de prêt hypothécaire pour employés, qu'ils avaient préparés pour leur nouvelle maison.
Ce qui signifiait que le document serait probablement signalé à son service de conformité de l'entreprise. Daniel s'est arrêté au bord du stand des voituriers. Il a regardé en arrière vers le hall de l'hôtel, où le gâteau de mariage non entamé trônait dans la salle vide. « Je donne chaque copie de ce document à mon avocat », a-t-il dit. 2 semaines se sont écoulées, avant que la poussière ne commence vraiment à retomber. Mason a engagé un nouvel avocat, et a déposé une véritable demande de divorce, exigeant légalement une divulgation complète de toutes les dettes conjugales cachées. Daniel a agi avec la même précision. L'ancien marié a dissous de manière permanente les comptes de mariage conjoint, a annulé l'achat de la maison de banlieue, et a demandé qu'on lui rende sa bague. Brooke a ramené sa valise rose surdimensionnée, directement dans la chambre d'amis de ma mère. Assise dans mon appartement calme, j'ai regardé les jours se transformer en semaines. Je n'ai payé absolument aucune facture. À la mi-novembre, la terminologie juridique a complètement changé. Elena m'a appelé un mardi matin avec une mise à jour majeure de l'équipe juridique de Daniel. Son avocat avait engagé un expert en documents légaux, pour examiner les dossiers du tribunal. L'expert a officiellement confirmé que le tampon du greffier et le bloc de signature du juge, sur le faux décret, avaient été copiés numériquement et directement, à partir de l'ancienne ordonnance de pension alimentaire temporaire. Le mot falsification est entré officiellement dans la correspondance juridique. Cette révélation a déclenché un énorme effet domino. Brooke avait bêtement soumis ce même document falsifié à son employeur, lorsqu'elle avait demandé un taux préférentiel d'employé pour son nouveau prêt hypothécaire. Lorsque Daniel a annulé l'achat de la maison et a signalé les documents, la banque régionale a lancé un audit interne strict. Ma sœur a été immédiatement placée en congé administratif sans solde, en attendant une enquête de l'entreprise. Brooke a appelé mon téléphone portable ce soir-là, sa voix complètement hystérique. « Tu es activement en train de détruire toute ma carrière », a-t-elle hurlé dans le haut-parleur. « Le bureau de la conformité audite tout mon portefeuille de clients à cause de toi. » « Ce n'est pas moi qui ai mis ce document falsifié dans ton dossier d'emploi », ai-je répondu calmement. J'ai mis fin à l'appel, et j'ai bloqué son numéro. 3 mois après la réception de mariage en miettes, la réalité financière les a enfin rattrapés. L'hôtel historique, l'agence de voyage de luxe, et de multiples sociétés de cartes de crédit, ont envoyé des avis de mise en demeure agressifs. Brooke a été forcé de vendre son SUV de luxe, juste pour couvrir les paiements mensuels minimums sur ses dettes secrètes. Maman a vite compris que ses propres économies de retraite ne pouvaient pas faire vivre indéfiniment un deuxième adulte. La femme qui m'a élevé a appelé un dimanche matin, la voix lourde d'épuisement. Elle me demandait si je pouvais fournir un petit prêt temporaire, pour éloigner les agences de recouvrement. J'ai ouvert mon ordinateur portable, et je lui ai envoyé par email les coordonnées d'un conseiller en crédit certifié. Je n'ai pas envoyé le moindre euro. Tu es devenu incroyablement cruel, a murmuré maman dans le téléphone. Le soutien ne veut plus dire payer, lui ai-je dit doucement. Le désespoir a rapidement engendré une stratégie complètement différente. Brooke s'est connecté à ses comptes de réseaux sociaux, et a publié un énorme texte détaillant sa victimisation. Elle m'a accusé de jalousie extrême, affirmant que j'avais malicieusement manipulé des dossiers judiciaires, et volé l'argent promis pour son mariage à la toute dernière minute. Plusieurs tantes éloignées ont appelé mon téléphone portable dans les heures qui ont suivi. Elles exigeaient des explications, et m'accusaient de briser notre famille. Elena a répondu en rédigeant une mise en demeure rapide. L'avis juridique obligeait ma sœur à cesser de propager des allégations diffamatoires, concernant de l'argent volé ou des documents falsifiés. J'ai choisi une approche plus personnelle, pour la famille. Au lieu de me disputer dans la section des commentaires, j'ai invité 3 des principaux aînés de la famille, à une réunion privée l'après-midi, dans mon appartement. J'ai placé le registre certifié du tribunal, la chronologie des événements, et l'email imprimé de Brooke, en plein milieu de ma petite table à manger. Les membres plus âgés de la famille ont lu les papiers dans un silence total. Personne n'a plus jamais fait de blague sur ma personnalité difficile, ou ma nature froide. La prise de conscience silencieuse dans leurs yeux valait plus que n'importe quelles excuses publiques. Le dernier acte de défi de ma sœur est arrivé par courrier recommandé exactement 4 mois après le mariage. Brooke a envoyé une lettre de mise en demeure formelle par le biais d'un avocat civil bon marché. Elle prétendait officiellement que je lui devais 17 500 € pour rupture de contrat verbal. Elle voulait désespérément l'argent du lieu de réception, qu'elle était maintenant légalement obligée de payer. Elena a simplement ri en lisant le document imprimé dans son bureau.
Mon amie avocate a tapoté son stylo argenté contre le papier. Elle a souligné que Brooke avait explicitement accepté mes conditions écrites concernant un divorce légal, dans son propre email. Nous avons accepté de programmer une session de médiation formelle, pour éviter un procès civil long et inutile. Brooke est entrée dans le centre de médiation du centre-ville vêtue d'un tailleur gris classique, et serrant un mouchoir en papier froissé. Elle croyait fermement que ses larmes et sa performance émotionnelle annuleraient d'une manière ou d'une autre les preuves froides et solides qui reposaient en sécurité, dans ma mallette en cuir. Brooke m'avait amené en médiation pour prouver que j'avais rompu une promesse. Elle venait de consigner son propre mensonge dans le dossier officiel. Le centre de médiation du centre-ville n'offrait absolument aucun confort. Il ne comportait qu'une table en verre stérile et 4 chaises ergonomiques rigides. Elena s'est assise à côté de moi, organisant calmement le grand livre imprimé, le fil de discussion des conditions envoyées par email, le registre certifié du tribunal, et les numéros de routage bancaire qui retraçaient le remboursement. Brooke s'est assise juste en face de nous. Ma sœur triturait un mouchoir déchiqueté entre ses doigts, ses yeux dardant nerveusement autour de la pièce. Son avocat civil bon marché avait l'air complètement épuisé, avant même que la session ne commence. Le médiateur, un juge à la retraite aux yeux gris perçants, a ajusté ses lunettes de lecture. Il a examiné l'email imprimé où ma sœur confirmait explicitement un divorce légal, afin de débloquer le paiement final du mariage. L'homme plus âgé se moquait bien de la dynamique familiale complexe ou des larmes. Il ne se souciait que des fausses déclarations documentées et passibles de poursuites. Brooke a quand même essayé de pleurer. Elle a affirmé que les 17 500 € étaient un cadeau de mariage garanti, promis des années à l'avance, et que mon retrait soudain lui avait causé une grave détresse émotionnelle. Le juge à la retraite a tapoté l'email imprimé avec un lourd stylo en argent. Il a souligné que ses propres mots écrits liaient les fonds directement à une condition légale qu'elle avait délibérément fabriquée. Il a averti son avocat qu'un tribunal public ne verrait pas d'un bon œil l'altération de documents gouvernementaux. En moins de 2 heures, les traces écrites indéniables ont forcé une capitulation totale. Nous avons conclu un accord de règlement en béton. Ma sœur a officiellement retiré sa lettre de mise en demeure. Elle a reconnu pleinement et officiellement qu'elle n'avait aucune réclamation légale sur l'argent du lieu de réception. De plus, elle a accepté un plan de paiement strict pour rembourser une partie des frais juridiques initiaux qu'elle avait obtenus sous de faux prétextes. Récupérer chaque euro des 63 000 que j'avais dépensés sur 3 ans était impossible. Mais Elena a obtenu une victoire juridique exécutoire. Les conséquences se sont propagées rapidement au cours des semaines suivantes. L'enquête d'entreprise à la banque régionale s'est conclue rapidement. Les ressources humaines ont officiellement licencié Brooke, citant les documents judiciaires falsifiés soumis dans sa demande de prêt hypothécaire interne, et l'attestation de situation matrimoniale falsifiée. Sans revenu d'entreprise stable, ni le score de crédit immaculé de Daniel, elle a dû faire face à une nouvelle réalité financière brutale. Mason a finalisé le véritable divorce à travers un processus de règlement impitoyable. Qui a traîné chaque dette cachée de cartes de crédit au grand jour. Daniel n'est jamais revenu. Une petite enveloppe épaisse est arrivée dans ma boîte aux lettres, 1 mois plus tard. Elle contenait une brève note manuscrite sur du papier cartonné épais. L'ancien marié me remerciait simplement d'avoir arrêté la paperasse avant que l'État ne formalise la fraude. Et puis il est discrètement sorti de ma vie pour toujours. Maman m'a appelé un mardi soir pluvieux, au début du mois de décembre. La femme qui m'a élevé avait une voix incroyablement vieille. Son ton autoritaire habituel, complètement brisé. Brooke n'a absolument nulle part ailleurs où aller, appelé des mamans au téléphone, la voix tremblante. Elle a besoin d'un endroit calme pour se ressourcer. Les agences de recouvrement appellent constamment chez moi. S'il te plaît, laisse-la juste utiliser ta chambre d'amis pendant quelques mois. Apporte-moi une copie de la clé de ton appartement. Debout près de la fenêtre de ma cuisine, j'ai regardé les lumières de la ville se brouiller sous la pluie battante. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas eu besoin de négocier ou de me justifier. Elle peut rester dans son ancienne chambre d'enfant, ai-je répondu calmement. Tu as toujours dit que cette chambre lui appartenait. Le silence s'est étiré à travers la connexion cellulaire. Maman était enfin piégée à l'intérieur du système même qu'elle avait construit et protégé. La femme qui avait permis des années d'abus financiers, passerait désormais sa retraite à vivre avec l'enfant prodige, et une montagne de factures impayées. Il ne restait plus de bouc émissaire désigné pour absorber le stress. Avant qu'elle ne puisse lancer une autre tentative de culpabilisation, j'ai posé mes conditions finales.
Nous communiquerons uniquement par email pour les 6 prochains mois. Ne me demande pas d'argent. Et ne te présente pas à mon immeuble à l'improviste. Le bureau de sécurité te renverra. J'ai coupé l'appel sans attendre d'accord. Je me suis dirigé vers mon petit bureau en bois, et j'ai ouvert l'ordinateur portable. La feuille de calcul soutien familial trônait juste là, sur le bureau lumineux. Je n'ai pas supprimé le fichier, car Elena m'avait conseillé de garder les dossiers en sécurité. Mais je l'ai déplacé au fond d'un dossier d'archives verrouillé. Ouvrant un nouveau document vierge, j'ai tapé un nouveau titre tout en haut, ma vie. La promotion au poste de responsable régional s'accompagnait d'une prime trimestrielle substantielle. Et les fonds sont arrivés sur mon compte le lendemain matin. Au lieu de payer les factures d'urgence de quelqu'un d'autre, j'ai transféré une grande partie directement sur le capital de mon prêt hypothécaire. Avec l'argent restant, j'ai visité une boutique de meubles locale, et j'ai acheté une belle table de salle à manger, fabriquée en chêne massif. 4 chaises en bois entouraient la nouvelle table. Quand le printemps est arrivé en ville, la douce lumière du soir s'est déversée à travers les grandes fenêtres de mon appartement. Illumant un petit dîner intime. Elena était assise en face de moi, riant à une blague faite par mon collègue préféré. L'odeur de l'ail rôti et du basilic frais remplissait l'air chaud. Mon téléphone portable a vibré sur le comptoir de la cuisine. Le nom de maman a clignoté sur l'écran lumineux. Je m'y suis dirigé, j'ai pris l'appareil, et je l'ai posé face vers le bas sur le marbre froid. Je n'ai ressenti aucune peur, aucune culpabilité persistante, et aucun besoin urgent de répondre. Je vivais simplement mon propre moment. En regardant de nouveau la table de la salle à manger, un profond sentiment de paix s'est installé dans ma poitrine. Personne n'avait eu besoin de payer des frais d'avocat pour gagner sa place dans cette pièce. Personne n'avait été effacé d'un plan de table, juste pour que quelqu'un d'autre se sente supérieur. Chaque personne assise sur ces chaises avait été choisie par un respect sincère et une attention mutuelle. Elles avaient oublié ma place, parce qu'elles croyaient que je paierais toujours pour avoir ma place dans leur famille. Elles se trompaient. J'avais déjà construit un foyer qui m'appartenait. Parfois, la leçon la plus difficile que vous apprendrez, c'est que vous ne pouvez pas acheter l'amour véritable. Peu importe combien de fois vous ouvrez votre portefeuille. Quand vous êtes désigné comme la personne forte de votre famille, il est incroyablement facile de confondre le fait d'être utile avec le fait d'être estimé. Mais une vraie famille ne vous demande pas de financer ses tromperies. Ni d'absorber le poids écrasant de ses erreurs. Juste pour maintenir la paix. Vous devez reconnaître quand votre générosité n'aide plus quelqu'un à se relever, mais finance simplement son refus de marcher. Établir une limite financière ferme n'est pas un acte de cruauté. C'est un acte de profonde préservation de soi. Vous avez le droit d'arrêter de payer la rançon pour votre propre place à leur table. Et vous avez tous les droits de protéger les ressources que vous avez travaillé si dur à gagner. Vous avez le droit de partir et de construire un foyer, où votre présence est célébrée. Pas facturée. Vous êtes-vous déjà retrouvé piégé dans le rôle épuisant du réparateur familial? Et quelle a été la goutte d'eau qui vous a finalement poussé à partir, pour construire votre propre espace sûr? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Parce que personne ne devrait avoir à porter ce lourd fardeau tout seul.